Bonjour et bienvenue sur Apprentie sorcière. Je suis à peu près certaine que, comme moi, vous êtes passionné par les anciennes civilisations, par l'archéologie, par ces choses qu'on va exhumer de la terre et qu'on ne comprend pas forcément, parmi ces artefacts qui sortent comme ça de la terre et qui viennent, on ne sait pas trop d'où, de quelle période, de quel endroit du monde et peut-être même d'autres mondes. Ce sont les crânes de cristal. Voilà, ils fascinent l'humanité depuis toujours. Ils continuent à nous fasciner aujourd'hui. Ils sont porteurs de mystères. On ne sait pas trop comment ils ont été faits. Enfin voilà, c'est vraiment un sujet qui est fascinant. J'ai pas d'autre mot que fascinant parce que vraiment le cristal, le crâne de cristal, c'est vraiment un sujet incroyable. Et il y a un grand spécialiste, on a beaucoup de chance, il est français, qui a organisé des festivals sur les crânes de cristal, qui publie un livre dédié à la question des crânes de cristal et qui sans doute il va nous dire ça, a consacré sa vie à ce sujet et ça n'est pas terminé. C'est Patrice Marty. Patrice, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Merci infiniment. Je suis très très heureuse que tu viennes sur cette petite chaîne de rien du tout pour nous parler de ton grand sujet. Tu travailles dans bah, voilà, les civilisations, enfin, depuis longtemps. Tu es un grand chercheur autodidacte. Donc moi, je trouve que les chercheurs autodidactes sont les chercheurs les plus sérieux. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de se planter, contrairement aux chercheurs qui sont payés pour le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 moi c'est vrai que je suis un chercheur passionné, je ne suis pas un chercheur diplômé. Donc c'est vrai que on m'attend en tournant, donc je n'ai pas le droit à l'erreur et je fais très attention à tout ce que je dis sur les recherches. Après, c'est aussi beaucoup de choses que je vois, je raconte ce que je vois, donc je parle uniquement de ce que je vois. Et ça, il n'y a pas de jugement de valeur dessus, c'est que des faits, tu vois, et ça j'aime bien m'appuyer sur des faits. Voilà, des faits. Et effectivement, on peut travailler sur l'ésotérisme, on peut s'intéresser à des Bien sûr. questions voilà, qui interrogent encore aujourd'hui. Dans ton livre, tu lèves beaucoup d'interrogations qui n'ont pas encore de réponse. Et ça, c'est fascinant. Et les crânes de cristal, voilà, c'est vraiment c'est l'une des énigmes, hein, si ce n'est pas la grande énigme. Ça fait partie effectivement des énigmes un peu particulières qui nous sont proposées et avec lesquelles moi je suis connecté depuis très longtemps maintenant. Mais c'est vrai que c'est une des énigmes, une des choses que la science, avec laquelle elle a quelques soucis. Et, mais, toutes les grandes énigmes comme ça, la science généralement elle met un frein et elle veut pas trop s'aventurer dessus, elle veut pas donner toutes les euh, tous les résultats des recherches qu'elle a pu faire. C'est toujours compliqué. Ça fait penser. Enfin, il y a quelques sujets comme ça. Il y a les ovnis aussi, où voilà, Ça dès qu'on en n'existe parle, pas. ouais, c'est ça, ça n'existe pas. Ou alors on va ridiculiser les personnes, ou des Mm. choses comme ça. Il y a effectivement les crânes de cristal. Il y a beaucoup d'artefacts aussi comme ça sur lesquels je travaille aussi. Mais les crânes allongés aussi. Moi, je travaille Ouais, beaucoup sur les crânes allongés. Ça, c'est pareil. Non, ça ça n'existe s'appelle pas. l'archéologie interdite. C'est Voilà. interdit. T'as pas le droit. Et voilà, donc c'est des sujets qui dérangent un petit peu. Et je me dis qu'à partir du moment où il y a un sujet qui dérange, c'est qu'il y a matière à gratter. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, c'est vraiment l'un de mes sujets de prédilection, c'est lever les tabous et qu'on parle de Ouais. tous les sujets qui dérangent, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. C'est complètement idiot. Alors, est-ce que tu veux quand même te présenter? Tu le feras beaucoup mieux que moi. Ton parcours est vaste, il est multiple. Comment tu as envie de te présenter aujourd'hui à la lueur du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les crânes de cristal? Comment tu te présenterais, à part autodidacte? Alors, oui, autodidacte, mais j'ai aussi et un lien très tôt et très jeune avec les crânes de cristal. Parce que j'ai commencé à les dessiner, je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Donc, ça commence à dater. Et ensuite, les crânes ont toujours été sur mon chemin, plus ou moins présents, jusqu'en 2003, où j'ai eu la possibilité de rencontrer un crâne ancien qui s'appelle Max, qui est dans le bouquin, bien sûr. Oui. Et voilà, et ça m'a vraiment reconnecté avec l'énergie des crânes de cristal. Et je, je, je pense que c'est l'énergie qui a levé l'interrupteur, si tu vois ce que Hmm. je veux dire, et qui a ouvert vraiment la voie.
parce que quand j'ai posé les mains sur Max, c'était pas en France, il était venu en Europe pour la première fois, c'était en Hollande. Et la première fois que j'ai mis les mains sur lui, j'avais des picotements dans les mains. Et puis après, j'ai mis mon troisième œil sur lui. Et là, j'ai plein d'images qui sont arrivées, comme un film qui a été diffusé. Mm. Et voilà, vraiment, ça m'a reconnecté avec ça, avec les Mayas, avec plein de choses. Et à partir de là, bah, tout s'est enchaîné. Le premier voyage au Mexique, la rencontre avec la tribu des Lacandons, un crâne ancien, mon baptême Maya, vraiment cette reconnexion avec le peuple des Lacandons. Donc voilà, ça a vraiment été après un cheminement plutôt déroulé, facile, simple, tout se présenter, des synchronicités tout le temps magnifiques, auxquelles je suis toujours très attentif. Et voilà, pour aujourd'hui, sortir ce bouquin avec plus de 20 ans de recherche, d'expérience, de vie, et de rencontres, de témoignages. Enfin, voilà, ça a été juste un vrai bonheur de faire ce bouquin, parce que pour moi, c'était important euh, de, de, de remettre un peu comme ça cette énergie en place avec toutes les personnes qui ont travaillé avant moi, bien évidemment, sur les crânes. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Et il y a plein de gens qui ont fait un travail de dingue sur les crânes de cristal. Donc, je voulais leur rendre hommage aussi, que ce soit à travers ce bouquin. Présenter les 10 crânes de cristal que je connais, moi, qui pourraient faire partie de cette légende maya dont on reparlera. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un bouquin que j'ai voulu comme ça, très, très accessible, et aussi avec plein d'exercices à l'intérieur, plein de choses pratiques. Parce que quand on n'est pas gardien d'un crâne en cristal et qu'on a cet appel, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, comment le nettoyer, comment le recharger, comment le connecter. Enfin, donc il y a plein de choses comme ça dans le bouquin que j'ai voulu. Et puis quand on a créé le bouquin, parce que j'ai beaucoup travaillé avec ma petite femme là-dessus, on était vraiment, on le ressentait vraiment, c'était palpable, porté, entouré par des personnes qui sont plus là, qui ont rejoint les étoiles et qui ont été importantes aussi dans ma vie et qui sont dans ce livre. Et voilà, je les sentais, leur présence autour de moi, me porter vraiment pour l'écriture de ce bouquin. Et c'était un vrai moment de partage. Et tous les gardiens aussi, enfin beaucoup d'entre eux m'ont dit, bah, on va te donner une méditation, un exercice, quelque chose, voilà, pour l'enrichir ce livre et qu'il ne soit pas juste un défilé de photos. C'est pas un album photo que je voulais faire. Donc, mais même si j'ai laissé une place importante aux photos, parce que je voulais vraiment un livre en couleur pour qu'on puisse bien ressentir l'énergie aussi des crânes de cristal à travers des photos pleine page que je voulais pour voilà, vraiment au mieux ressentir l'énergie des crânes. Et voilà, donc je suis plutôt satisfait du résultat final. Ouais. Ah oui, il est vraiment très très beau. Je vais en montrer une par hasard, là, hop, celle-ci. Et effectivement, moi qui ai l'habitude de malmener les livres, c'est ce que je te disais hors antenne, Ouais. là je lui ai mis des post-it parce que je pouvais pas du tout corner. Les photos sont vraiment très très belles. Bon, il y a une très belle qualité de papier. Et alors c'est très sympa, effectivement. Est-ce que je vais en trouver là? Voilà, il y a régulièrement des QR codes comme ça. Et donc le QR code, il permet d'amener vers une méditation, une vidéo YouTube, un documentaire. Là, en l'occurrence, c'est pour Max, dont tu parlais, que voici sur la plage. Sacré Max. Écoute, merci beaucoup, Max, d'avoir lancé Patrice dans la réalisation de cet ouvrage, parce que, effectivement, ça n'est pas un catalogue de crânes, c'est toute l'histoire des crânes de cristal, en tout cas, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tu as vraiment fait un travail d'enquête auprès de tous les gardiens et toutes les recherches, et c'est daté, il y a des noms, c'est incroyable du point de vue journalistique. Moi, j'applaudis des deux mains parce que c'est vraiment une enquête fouillée, recoupée, c'est du béton armé, quoi, ce livre. Oui, j'ai vraiment voulu avoir des choses très très concrètes avec des preuves à l'appui de ce que j'avance, des choses avec parfois un côté scientifique, hein, quand on parle de cristal, des choses comme ça, et ce côté très ludique aussi que je voulais, interactif, avec des QR codes pour que les gens puissent aller voir effectivement une méditation, une conférence, une interview de personnes pour moi qui étaient importantes. Et que je peux pas avoir dans le livre. Donc, c'est vrai que le système des QR codes, c'était pratique et de pouvoir. Alors, c'était un boulot de dingue parce qu'il a fallu que je crée une page dédiée, mettre toutes les vidéos dessus. Parce que l'éditeur me dit non, s'il y a une vidéo qui disparaît,
le QR code, il va plus marcher, c'est pas possible. Donc, il a fallu tout refaire. Enfin, voilà, c'est vraiment un boulot de dingue. Mais ouais. non, je suis super content du résultat final. Ouais, c'est trop bien. Et alors, préface de grand-mère, Fleur de Ouais, Fleur de Maillot. Maillot. Ouais, Ouais, incroyable. c'est Fleur de Maillot. Voilà, peu de personnes. Enfin, il n'y a pas grand monde qui la connaît, mais c'est vraiment une grand-mère chamane autochtone, Mm. Maya, qui fait partie du conclave des 13 grand-mères autochtones guérisseuses dans le monde. Elles ont une association, elles font un boulot de dingue pour la paix Mm. sur la terre, les enfants, les Mm. graines de vie aussi, toutes les semences, etc. Ouais. Et voilà, elles sont reçues régulièrement par les plus grands de ce monde, que ce soit les têtes couronnées, les présidents, le pape, le Dalai Lama, enfin tout le monde. Ouais. Et voilà. Et j'ai eu la chance de travailler quelquefois avec Fleur de Maillot, que j'ai vraiment, j'ai une relation avec elle qui est un peu particulière et que j'aime profondément. Mm. Et je voyais pas d'autre personne qu'elle pour la préface de ce bouquin, quoi. Elle réunissait tout, l'amour que j'ai pour cette femme, son côté chaman, maya, Mm. autochtone. Elle travaille aussi avec les crânes Un de crâne de cristal. cristal, c'est ça? Elle est gardienne d'un crâne qui est en ambre Ouais. et qui est magnifique. Et voilà, donc elle réunissait plein de choses et c'était pour moi la personne idéale pour faire cette préface. Et elle acceptait tout de suite, Bah oui, bien évidemment. bien Je l'ai sûr. invitée plusieurs fois en France quand j'organisais tout à l'heure le festival des crânes de cristal. Ouais. Elle est venue souvent faire des cérémonies de méditation ici avec nous. Et voilà, voilà, je suis super fier qu'elle ait accepté. Et voilà, je trouve que ça rajoute aussi quelque chose au livre. Et quand j'ai lu sa préface, je disais à ma femme, mais le livre, elle a tout dit. Il n'y a plus Oui. besoin du livre, elle a tout dit. Bah, Et disons le qu'elle livre, le, ça ne sert plus à rien, quoi, tu vois. Et, mais voilà, elle est incroyable, cette femme. Elle est incroyable, effectivement. C'est pas qu'elle a tout dit, c'est qu'elle a remis le crâne de cristal dans son actualité et dans sa pratique aussi. Donc aujourd'hui, ça n'est pas que des objets de musée. C'est Non, effectivement, ils sont vivants. Alors toi, tu es gardien d'un crâne de cristal. J'aimerais. Alors, est-ce qu'on rentre dans le sujet directement? On parle de allez, la allons. légende, on parle des crânes de Allez, comme cristal. tu veux. Donc toi, tu es gardien d'un crâne de cristal. Alors, j'en ai plusieurs. Tu en as plusieurs. Euh, j'en ai un qui est juste là derrière moi qui s'appelle Sirius. Lui, c'est un crâne de cristal contemporain, mais c'est le plus gros que j'ai en cristal. Et D'accord. c'est celui qui me suit partout dans toutes mes aventures, dans tous mes voyages. Tu veux nous le Euh, montrer peut-être? et il est juste là. D'accord. Donc voilà, si tu veux que je le prenne. Bah, ou si ça te dérange pas, sauf s'il fait 40 kilos, mais Ah, il en parce qu'il y en a fait des petits, il y a des gros. Oh là là, un peu plus de 8 kilos, il est de taille humaine, tu vois. incroyable, ouais, Et voilà. Et donc, c'est un crâne qui me suit dans toutes mes aventures, partout où je vais à travers ouais, la planète. Alors, c'est très, très lourd. ouais. Euh, Et c'est très très beau. Voilà. Et c'est très très beau, oui. Mais c'est très très lourd. Oui. Quand je le porte comme ça sur le dos, il me dit j'aimerais bien aller en haut de la pyramide. Ah. Ok, on y va. Et puis une fois arrivé en haut, il me dit ah, mais non, c'était pas celle-là, c'était celle d'en face. Oh non. Si, si, il l'a fait. Et voilà, mais non, voilà, voilà, j'ai des amis, ils disent on n'est pas des gardiens de crâne, on est des porteurs de crâne. Ouais, Effectivement, c'est aussi un peu la définition, on est des porteurs de crâne. c'est Mais, ça. mais voilà, et lui me suit partout parce que plus le crâne va être conséquent et Ouais, plus il va pouvoir emmagasiner l'information. d'accord. Donc là, on va rentrer dans le sujet du cristal en lui-même, hein, qui est une pierre très Mhm. particulière, qui est une pierre qui est vivante, puisqu'elle Vivante. continue à se modifier malgré le fait qu'elle ne soit Alors, plus accrochée à sa matrice, à la terre-mère. Là, tu as une moi belle je, druse. moi, je te montre ma druse et effectivement, on voit qu'elle pousse comme des poireaux, quoi. Je sais pas si elle va. C'est Est-ce que ça. le fait qu'elle soit arrachée à la terre fait que ça arrête sa croissance ou est-ce Non, qu'elle non, continue pas du à tout. croître? Ça continue à pousser, mais pour avoir ce que tu as dans les mains, il faut des milliers, voire des millions d'années. Ouais, c'est Donc, quand magnifique, ça hein. continue à pousser, c'est absolument pas perceptible à l'échelle d'une vie humaine, tu vois. Ah, il faudrait Donc, ralentir le temps ah et oui, que à chaque seconde se passe un millier d'années et là, on c'est verrait le ça. cristal pousser. Oui, tout à fait. Ah, tu le verrais grandir. Et le cristal, c'est un très bon exemple parce que là, on voit bien la partie qui était accrochée à la matrice. Et on voit bien que ça pousse, comme tu dis, comme des poireaux, comme une plante, hein, ça pousse vers le haut comme ça. Et nous, aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on taille toujours le cristal dans le sens de sa De pousse. la pousse, ouais. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi? Parce que le fait de le tailler dans le sens inverse, sans tenir compte de l'axe de la pousse du cristal, ça fragilise le cristal et il pourrait casser. Ouais.
Donc, on le taille toujours dans le sens de la pousse du cristal. Mm. C'est une pierre qui est très particulière, qui emmagasine de l'information, qui restitue de l'information, parce que c'est la pierre qui contient le plus d'eau. Et comme elle contient de l'eau, ça peut emmagasiner et restituer de l'information. On sait aussi que c'est une pierre qui est piézoélectrique, ça veut dire que quand on va toucher du cristal et faire vraiment, à peine si on l'effleure ou même qu'on appuie sur du cristal, ça génère de l'électricité. Mm. Donc une énergie, donc un champ énergétique. Ça, c'est scientifique. C'est pour ça qu'on appelle ça une pierre piézoélectrique. Et c'est pour ça que on a d'où. Alors, je t'arrête une seconde, mais parce que j'aime bien quand même le rappeler qu'on est nous-mêmes des batteries, en fait, des piles, et qu'on a un champ électrique, et que ce champ électrique, il est véhiculé par un, je sais pas si c'est un atome, un petit morceau de cristal qu'on a dans chacune de nos cellules. Alors, on n'a pas du cristal à proprement parler dans nos cellules. On a le seul minéral qu'on a vraiment comme une pierre dans le corps humain, c'est au niveau du cerveau. On a une apatite, alors que les dauphins ont vraiment de la silice, du cristal. D'accord. Et on pense que c'est pour ça que les dauphins ont cette connexion très, très fine avec les crânes de cristal. Et donc, le cristal est vraiment très, très, très particulier comme pierre. Hein. C'est vrai qu'elle est. Notre technologie est basée sur le cristal. Hein. On la retrouve partout dans les montres, dans les téléphones portables, dans les montres, les satellites, les lasers, les hologrammes, partout. Dans le micro, là, on m'entend parce qu'il y a du cristal qui amplifie et que ça permet de diffuser l'information. Et aussi, c'est la mémoire vive des ordinateurs. Aujourd'hui, tous les grands fabricants d'ordinateurs ont des départements de cristallographie qui étudient le cristal parce que c'est la mémoire vive des ordinateurs. Aujourd'hui, ils ont arrêté d'extraire le cristal de roche de la Terre, de Gaïa, pour les ordinateurs. Ils ont réussi à synthétiser le cristal pour faire les mémoires d'ordinateurs aujourd'hui. Et c'est très bien. Ça évite d'abîmer la planète. Et c'est ce fameux cristal dont Swarovski se sert pour faire ses bijoux. Tu vois, c'est des cristals synthétiques. Ils arrivent à le colorer maintenant, etc. Et donc voilà, donc c'est vraiment, notre civilisation est basée sur le cristal. C'est une pierre qui est incroyable. Je crois qu'on n'a pas encore très bien compris comment fonctionnait le cristal, tout ce qu'on pouvait imaginer avec le cristal. Je pense que dans le futur, on n'est pas à l'abri de voir encore de découvertes incroyables autour du cristal. Et parce que son champ d'action est vraiment dingue. Et voilà. Et ces crânes sont faits dans cette matière-là. Dans cette matière-là. Qui est une matière qui est très, très dure. C'est une des pierres les plus dures qui existent. Et aujourd'hui, avec notre technologie, avec notre culture, il faut toujours une pierre plus dure que celle qu'on veut tailler pour tailler celle du dessous. Donc, plus dure que le cristal, c'est le diamant. Donc aujourd'hui, il nous faut des meules de diamant pour tailler le cristal. Sirius a été taillé grâce à des meules de diamant, sinon c'est pas possible. Avant l'invention des meules de diamant, début du 19e en Allemagne, la seule façon de tailler le cristal, c'est par percussion. On prend deux morceaux de pierre, on tape l'une sur l'autre. C'est comme ça qu'ils faisaient des pointes de flèches, des pointes de lance, des choses comme ça, avec du silex, avec du quartz, mais aussi avec de l'obsidienne ou comme ça. Oui, ça peut casser. Mais c'est comme ça qu'ils faisaient avec le silex, le quartz, l'obsidienne, etc. Arrive le début du 19e, création des meules de diamant, et là, on arrive à produire des objets qui sont polis, avec des taillés, sculptés, et surtout polis pour avoir ce polissage très, très fin qu'on peut avoir sur le quartz. Et tout ça, c'est grâce, effectivement, aux meules de diamant qu'on a pu faire ça. Et donc, les chercheurs actuels nous disent, tous les crânes de cristal, début du 19e, invention des meules de diamant, avant, pas possible, puisqu'on n'a pas les meules de diamant. Pas possible. Donc, tous les crânes, début du 19e, c'est QFD, on ne va plus en entendre parler, tout est comme ça. Et ils sont restés bloqués là-dessus. Sauf que il existe pléthore de crânes qui sont pas datés, parce qu'on ne peut pas dater la pierre, et dont l'origine est prétendue plus ancienne. Et on a pléthore d'objets dans les musées du monde entier qui sont bien plus anciens que le début du 19e siècle, et là, ça ne dérange personne. C'est pour ça que je voulais mettre des photos. Voilà. Par exemple, on a un petit vase égyptien, il y a une statue d'Héraclès, la première lentille, elle est en quartz,
il y a plein d'objets comme ça que j'ai pu photographier, moi, à travers Mm. les différents musées. Et c'est Et très, ça très pose pas de ancien. problème. Voilà. Mais ça pose pas de problème. Le petit vase égyptien, là, 600 ou 800 ans avant Jésus-Christ, pas de Voilà, c'est ça. souci. Il y a une statuette hittite que j'ai pas mis parce que j'ai pas eu les droits de la photo. Mm. Une statuette hittite en quartz, en cristal de roche, qui doit être haute comme ça à peu près, avec ce qu'on appelle un polymiroir. Ça veut dire que Ouais. c'était poli et ça reflète les images. Donc là, on parle d'un polissage au micron. Mm. Elle a 1500 ans, la statuette. C'est C'est la impossible. civilisation hittite, Turquie, Anatolie à l'époque. Impossible aujourd'hui. Impossible à cette époque-là d'avoir ça. Donc oui, les anciens savaient tailler le cristal. Oui, ils avaient une technologie qu'on a Perdu. perdue jusqu'à ce qu'on retrouve des meules de diamants. Mm. On ne sait pas comment les anciens ont pu fabriquer tout ça. Mais Donc ils tout l'ont ça, fait. c'est dans des musées, c'est daté, il n'y a pas de souci. Quand c'est les crânes, 19e, on ne va plus en entendre parler. Donc il y a un discours comme ça qui est un petit peu ambivalent Qui est un peu avec bizarre. les crânes. C'est les hoop art, c'est ça? Hoop art. Alors, un hoop Hoop art, art. ça veut dire out of place artefact, ça veut dire des objets qui n'ont rien à faire là. Il y a un des crânes, ça s'appelle le crâne de Mitchell Hedges, qui a été analysé pendant 6 mois par Hewlett Packard. Un des chercheurs a dit cet objet ne devrait pas exister. C'est ça. On ne sait pas faire ça. Et pourtant, il est là, il existe. On a retrouvé le marteau de Londres. Alors, c'est pas Londres en Angleterre, c'est aux États-Unis. C'est un marteau avec son manche et le bout en métal, en ferraille, qui a été retrouvé pris dans des concrétions de charbon. C'est des millions d'années pour que ça se fasse avec le manche qui est pétrifié. Ouais. Donc oui, il y a des objets comme ça qui défient l'entendement, qui ne devraient pas exister, mais par contre qui sont là. Et ça, aujourd'hui, c'est classé dans ce qu'ils appellent Hoop art. l'archéologie interdite ou les hoop arts. Voilà, et donc les crânes de cristal font partie de la famille des hoop arts parce qu'on n'arrive pas à expliquer leur origine. Mais si on reprend la légende maya, et si on repart depuis le début, la légende maya nous parle de 12 mondes galactiques et que chaque monde aurait créé un crâne en cristal en y mettant à l'intérieur toute sa connaissance. Que ces 12 crânes auraient été ramenés sur Terre, donc on a vraiment une connexion, une connotation avec un monde galactique. Ouais. Ces 12 mondes auraient ramené les crânes sur Terre, conservés en Atlantide dans une pyramide qu'ils appellent l'Arche, et c'est conservé comme ça en Atlantide pendant quelques temps. On pense que le 13e crâne a été aussi fait en Atlantide et ce serait un crâne atlante. Un crâne atlante, c'est celui du fameux, le dernier prêtre. Est-ce que j'ai noté son nom quelque part? Amaramuru. Peut-être. Voilà, c'est ça. Peut-être, c'est possible. Qui a un squelette entier. Ouais. Un squelette ça, c'était entier. un scoop pour le bouquin. Personne n'en a jamais parlé. Hein. Incroyable. C'est la bibliothèque de cristal Atlante. Ah oui, vraiment, ça c'est un truc de dingue. C'est arrivé dans le livre. Merci l'univers. L'univers fait tout pour le mieux. En fait, j'ai contacté une dame qui s'appelle Karen Tag, qui gère l'Institut Séraphin en Allemagne et qui avait fait des photos, qui avait réussi à faire des photos où on voyait l'énergie qui passe d'un crâne à l'autre. Et je voulais absolument mettre cette photo dans le bouquin. Et donc, je reprends contact avec Karen Tag. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas pris contact avec elle. Et je lui explique que je veux cette photo. Elle me dit, écoute, la photo, je ne l'ai plus. C'était sur un ordinateur. J'étais cambriolé. On m'a volé l'ordi, etc. J'ai plus les photos. Elle m'a dit, je vais essayer de la retrouver chez l'imprimeur qui avait édité un bouquin où la photo était dedans. Donc, elle a retrouvé tout ça. Ouais. Et elle me dit, écoute, je travaille depuis quelque temps sur un truc. Peut-être ça peut t'intéresser. C'est pas qu'un crâne de cristal, c'est tout un squelette. Et elle m'explique toute l'histoire. Je dis, mais c'est juste magique, quoi. Donc ça, c'est le crâne d'Amaramuru. Amaramuru, qui était un des derniers prêtres atlantes. Voilà, Atlante. Et on voit sa main ici et on voit son cœur là. Ouais, la légende explique qu'au moment de sa mort, au lieu de son squelette se serait cristallisé, se serait transformé en cristal. Il y a ce crâne Amaramuru. Je sais qu'au Pérou, il y a encore des morceaux du squelette qui sont conservés. Là, j'y retourne au mois d'avril. J'espère pouvoir voir deux, trois choses un peu intéressantes comme ça. Mais voilà, donc ce crâne, il est vraiment incroyable. Donc ça peut faire partie, effectivement, ça pourrait être le 13e crâne qui aurait été créé sur Terre. Avant que l'Atlantide se casse la figure, tous les crânes ont été ramenés par des prêtres. C'est ça? Non, pas tout de suite. Ils ont d'abord été ramenés dans une grotte au Guatemala. Ils sont restés très longtemps dans cette grotte au Guatemala.
On sait très bien où est la grotte. Moi, j'y ai été, on a fait des cérémonies là-bas avec les anciens, avec les crânes. Et avant que les Espagnols n'arrivent, ils ne voulaient pas que les 13 crânes tombent dans les mains des Espagnols parce qu'ils disent que les 13 crânes réunis ont une puissance qui ne pouvait pas tomber dans les mains des Espagnols. Et ils ont préféré disperser tous les crânes en Amérique centrale, Amérique du Sud, plutôt Amérique centrale, donc Mexique, Guatemala, Honduras, Belize, voilà, à peu près la zone, mais ça a été un peu plus large. Parce que, encore une fois, ils ne voulaient pas que ça tombe dans les mains des Espagnols. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé différents crânes dans différents pays et différentes cultures. À l'époque, il n'y avait pas les frontières comme maintenant. Donc, c'était plutôt la zone Maya plutôt qu'autre chose où, tu vois, il n'y avait pas de frontières. Et donc, voilà, on a retrouvé des crânes un petit peu partout, comme ça, dans différents temples, dans des tombes, chez des familles. Voilà la légende, voilà de quoi elle parle. Et elle nous dit aussi que lorsque l'humanité sera prête, les 13 crânes, une fois réunis, auraient un message à délivrer à l'humanité. La légende n'en dit pas plus, n'en dit pas moins. C'est un peu compliqué parce que c'est une légende orale. Alors effectivement, on nous rétorque à chaque fois qu'il n'y a pas d'écrit là-dessus, certes. Sauf qu'il existe quand même un codex où il y a une page du codex où il y a des crânes dessus qui sont symbolisés et représentés. C'est un codex qui appartient, qui est dans une collection privée aux États-Unis. Donc, il ne fait pas partie des musées classiques. Donc, voilà ce que nous dit la légende, voilà ce que nous raconte la légende. C'est pour nous, Européens, loin de cette Amérique centrale ou des Mayas, ça peut paraître une histoire un peu rocambolesque, un peu digne d'un film d'Indiana Jones. Mais pas que, puisque quand on est là-bas, vraiment, pour eux, c'est d'une banalité absolue. Pour eux, les crânes, c'est normal, il y en a partout, ils ont toujours grandi avec les crânes. Alors c'est vrai, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont vu des crânes partout, ils ont dû se dire, mais ces gens-là sont des barbares, ils doivent couper la tête à tout le monde. Non, c'était pas des barbares. Les barbares, c'était les Espagnols. Ils arrivaient avec leurs coutumes, avec l'acquisition, ils arrivaient avec cette énergie de décapiter les gens, etc. Et ils pensaient que tout le monde était comme eux. Et quand ils ont vu des crânes, ils se sont dit, ils sont comme nous, ils décapitent tout le monde. Mais non. En fait, dans le monde entier, le crâne, c'est un symbole de connaissance. Dans toutes les cultures, c'est un symbole de connaissance. Il n'y a que l'Église catholique qui en a fait un objet de mort et qui a associé l'image du crâne à la mort, alors que dans toutes les cultures du monde entier, c'est un symbole de connaissance. Et ça, c'est important, il ne faut pas le perdre de vue. Et c'est pour ça aussi que j'ai passé un petit chapitre dans le bouquin là-dessus pour bien expliquer ça et le démontrer surtout. On retrouvait cette symbolique un peu partout et qu'elle était souvent associée à la connaissance et pas à la mort. Donc maintenant, c'est vrai que souvent les gens me disent « Oh non, les crânes, non. » Mais parce qu'on a cette éducation judéo-chrétienne cette empreinte, de 2000 ans, voilà, c'est ça. on dit qu'il faut se défaire où le crâne est associé à la mort. Ouais. Une fois qu'on a passé le cap, c'est que de la magie, ouais. Tout va pour le mieux. D'ailleurs, c'est vrai que moi, j'ai écrit un livre sur les runes. Et donc, les Scandinaves, leur légende primordiale, c'est que les runes, elles sont issues du puits de Mimir. Et le Mimir, c'est le crâne du géant primordial qu'on a décapité et qui a permis, qui avait la connaissance, ultime. Voilà, tout à fait. Ouais. Et alors, du coup, de ces 13 crânes, si on en garde 12, on en a rassemblé 10 et il y en a 2 qui sont perdus? Alors, c'est pas qu'on en a rassemblé 10, c'est que moi, avec mes recherches que j'ai faites, j'en ai identifié 10 qui pourraient faire partie de la légende des 13 crânes. Je ne dis pas que c'est les 13 de la légende. Ouais. Ça pourrait faire partie de la légende des 13 crânes. Donc, il y en a 10 que j'ai pu répertorier. Et il y en a 3. Je ne sais pas où ils sont. Est-ce qu'ils ont été trouvés? J'en sais rien. S'ils ont été trouvés, peut-être ils sont dans des collections privées sur des tables basses de richissimes collectionneurs, c'est possible. Est-ce qu'ils sont encore enfouis dans un temple en Colombie ou là en Colombie, j'ai vu, en Amazonie, pardon, ils ont découvert 10 000 cités dans la jungle avec les satellites LIDAR. Avec LIDAR. Et donc, avec LIDAR, 10 000 cités, tu t'imagines? Il y a peut-être des crânes encore qui sont enfouis dans la jungle, tu vois. On ne sait pas où ils sont. Donc, il y en a 3 qui aujourd'hui, je n'ai pas pu identifier, que je n'ai pas encore vus. Alors, la plupart, je les ai vus, ou presque.
Voilà, donc ça c'est... Il y a beaucoup de crânes de cristal parce que moi je voudrais t'en montrer un quand même, je vais l'afficher Oui. parce que je l'ai reçu. Hop là! Ouais. Et donc ça c'est le crâne, le gardien du crâne, c'est un ami et il a une autre photo là avec des crânes plus petits. Est-ce que Ouais. c'est des artefacts qui sont pour le coup des choses plus récentes, etc. Comment toi tu identifies un crâne Alors, d'un il y a, autre? il y a pas de vrai crâne, il n'y a pas de faux crâne. Mm. Le cristal, il ne pousse pas en forme de crâne. Donc, à un moment donné, ils ont été taillés, sculptés. Peu importe la technique, peu importe les moyens, peu importe par qui, à un moment donné, le cristal, il a été sculpté pour donner une forme de crâne. Alors, pourquoi une forme de crâne? Moi, je les appelle les porteurs de sagesse, c'est Mhm. le sous-titre du bouquin, C'est parce vrai. que la forme du crâne n'est pas anodine, c'est là où on a notre cerveau, notre Mm. conscience. Il y en a qui disent que c'est aussi le berceau de l'âme. Mm. C'est là aussi on a notre troisième œil qui nous permet de voir les mondes invisibles, de se reconnecter à l'invisible et à tout le reste. Et on a aussi le chakra coronal qui nous permet de nous connecter au divin, à notre lumière, Mm. à notre source aussi. Et après, on y met les mots qu'on veut, mais à Dieu. Voilà. Donc, c'est pas anodin ce crâne. Et puis, il y a aussi l'onde de forme qui fait que Mm. ça doit faire quelque chose, sinon notre crâne n'aurait pas cette forme-là. Mm. Donc, je pars du principe qu'il n'y a pas de vrai crâne, il n'y a pas de faux crâne. La seule différence qu'il y a entre les crânes, c'est la quantité d'informations qui est contenue dans le crâne. À l'intérieur. C'est que ça la différence. Entre Max, qui a peut-être 15 000 ans, qui vient peut-être d'une origine galactique, et peut-être qu'une peuplade galactique a mis toute sa connaissance à l'intérieur, effectivement, il y a énormément d'informations, je pense, Mm. par rapport à Sirius, mon crâne de cristal, qui est un crâne contemporain, qui a été sculpté dans les années 2000. Et voilà, donc c'est juste ça la différence. C'est juste ça. Et toi, tu parles le langage des crânes quand tu dis que j'ai mis mes mains sur Max et ça m'a rouvert l'interrupteur et après, du coup, je suis partie en quête. Ouais. Est-ce que tu as une connexion particulière? Est-ce que les gardiens de crânes comme ça peuvent Alors, dire authentique, pas authentique? Enfin, voilà. Sachant que c'est je, pas. je, je ne parlais que de moi, les autres, j'en sais rien. Mm, En ce qui me concerne, j'ai cette connexion avec les crânes, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, depuis que je suis tout petit. c'est ça. Ils ont toujours été à mes côtés. Et c'est après, quand je me retourne, je me dis, tiens, il y avait ça, il y avait ça. Mm. Et donc, ils ont toujours été là, ils ont toujours été présents. Donc, j'ai toujours eu un lien avec ça. Et ensuite, quand j'ai commencé vraiment à travailler avec des crânes de cristal, avec des vrais, avec les crânes anciens, j'ai eu la chance d'organiser donc le Festival des crânes de cristal pendant plusieurs années, où j'ai fait venir bon nombre des crânes anciens qui sont dans le bouquin, que j'ai identifiés parmi les 10. Et donc, j'ai passé des journées entières avec les crânes, des nuits, parfois aussi, je dormais avec eux. Enfin, donc, j'ai une relation avec eux qui est un peu particulière. Et c'est vrai que j'ai, depuis toujours, cette faculté d'avoir ce lien, ce contact avec les crânes de cristal. Pourquoi, comment, par qui, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. J'en ai plusieurs. Quand il y en a un qui me donne une info, je sais lequel me parle, comme si je reconnaissais un timbre de voix, tu vois, de quelque Ah chose de... oui. Oui, donc je sais, ou une énergie, ou tu vois, mais je sais Mm. lequel me transmet le message. Et donc j'ai cette faculté effectivement d'être en lien ou de communiquer avec les crânes. J'essaie de le faire qu'avec les miens, parce qu'à partir du moment où je crée un lien vraiment avec un crâne, s'il commence à me donner son nom, des choses comme ça, après j'ai du mal à en séparer et de le laisser pouvoir partir. Donc j'essaie de faire le travail qu'avec mes crânes et pas avec les crânes des autres. Mais Sirius, par exemple, qui est un crâne contemporain, donc a été taillé dans les années 2000, il a été en contact avec tous les crânes dont je parle dans le bouquin, quasiment tous. Il a été en contact avec eux. Donc on part du principe que l'énergie est transmise d'un crâne à l'autre. D'accord. Et on parle et qu'une fois ils ont eu un contact, ils resteraient toujours en contact. Et on parle d'une espèce de grille cristalline autour de la planète, comme ça, qui aiderait l'humanité pour son éveil et son évolution. Et donc, c'est que des choses positives en plus qui tournent Bien autour sûr. de l'énergie des crânes de cristal, hein, rien de morbide, bien évidemment. C'est un peu ça, la Merkaba? Oui, Enfin, un peu, pas ouais, Merkaba, ça c'est c'est l'art des séphirotes. l'arbre des séphirotes, oui. Ouais, qui m'a été donné en rêve et que j'ai dû associer avec les crânes de cristal, Avec les crânes, avec des crânes précis sur chaque, sur chaque point. sur chaque crâne.
Et donc voilà, donc pour moi, les crânes, ils sont tout aussi importants qu'ils soient contemporains ou anciens, parce qu'aujourd'hui, un crâne comme Sirius, tout à l'heure je te le disais, Mm. il me suit dans tous mes périples. On a vécu pléthore d'aventures, on a Il a été rencontré tous les crânes, donc peut-être que lui aussi, quasiment. il a voilà, Il est absorbé. très, 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 ouais, il est très, très chargé d'informations déjà. Et puis, quand je voyage, quand on va sur des sites, il reprend aussi beaucoup d'informations. Moi, j'en reprends. Il m'en retransmet, ça je sais. Il me retransmet des informations aussi, plutôt sur un côté inconscient, mais parfois conscient aussi. Et voilà, donc il y a tout ce travail qui est fait. Beaucoup de cérémonies aussi, avec des chamans, avec la terre-mère, avec la nature aussi. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup. Donc il est très chargé de tout ça. Il est riche Mm. de tout ça. Ouais. Et, euh, et si un jour vous êtes gardien d'un crâne, un crâne de cristal, il faudra effectivement le nourrir d'expériences, de choses. C'est comme un enfant. Mm. Faut le faire grandir et pour qu'il acquiert de l'expérience et qu'il soit après autonome. Aujourd'hui, Cyrus est totalement autonome. Il n'est jamais pollué par rien. Rien ne peut le polluer. Il nettoie des gens, il nettoie des foules. Il fait un travail de dingue. Donc voilà, aujourd'hui, il a toute sa puissance, sa capacité d'action, je pense. Et forcément, il m'aide moi en tant qu'être humain, en étant son gardien, sur mon chemin, dans mon évolution, toujours en respectant en plus là où j'en suis, au niveau où j'en Oui, suis. ton humanité. Ah, oui, et ça, je trouve ça incroyable, tu vois. Mais il va aller appuyer parfois là où ça fait mal pour essayer de faire travailler, pour essayer de faire évoluer toujours, tu vois. Mm. Donc c'est pour ça, pour moi, les crânes sont des vrais outils d'éveil. C'est pas que des objets de déco. Et enfin, ça n'en est pas du tout d'ailleurs. Mais Bah oui. c'est des vrais outils d'éveil. C'est vraiment ça permet vraiment de se reconnecter à soi, de se reconnecter au cœur, à l'énergie du cœur. Ça c'est important parce que Mm. quand on est reconnecté au cœur, ben, forcément on est reconnecté aussi à l'instant présent et c'est ça le plus important. Et on est reconnecté à soi, à sa lumière, à qui on est. Et à partir de là, bon, on peut faire un travail pour soi, pour les autres, pour la terre, Mm. voilà. Et comme tout est lié, forcément, C'est ça. ça c'est important. C'est Donc incroyable. voilà, Alors, donc oui, Là, tu parles du coup de l'énergie du cœur, effectivement, ouais. avec cette mission et cette ouverture à d'autres capacités que propose le crâne. Il y a aussi, je vais faire un peu ma petite curieuse, mais tu parles dans ton livre, parfois il y a des crânes qui arrivent, il y a les plombs qui sautent, il fait nuit totale. Il peut y avoir peut-être des malédictions ou des choses qui sont moins sympathiques autour d'un crâne, non? Ou c'est forcément la Alors, lumière? c'est toujours la lumière. D'accord. Une fois, j'étais en contact avec une dame qui avait un crâne en obsidienne qui était magnifique. Je pense même que c'est un crâne qui devait être un peu ancien. Mmh. Et vraiment, j'avais un coup de cœur avec ce crâne qui était incroyable. Et je vais dire à la dame, hein, si un jour vous voulez vous en séparer, voilà, il faudra me le dire parce que vraiment, j'avais un vrai coup de cœur avec ce crâne. Elle me dit non, 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 je ne vais pas m'en séparer. Et puis je sentais que le crâne, il n'était pas bien, enfin, il y avait un truc. Et, euh, et un jour, elle m'appelle et elle me dit voilà, je vous appelle parce que j'ai un problème avec le crâne. Il s'est cassé. Il était sur une table, il n'y avait personne dans la pièce, il est tombé de la table et il s'est cassé en 1000 morceaux. C'est d'obsidienne, donc ça fait plein de paillettes, c'est un recollage, Mmh. enfin, c'est pas possible. Mais je sentais que l'énergie de la dame n'était pas bonne. Mmh. Je sentais que le crâne n'était pas bien avec elle. Je sentais que le crâne, il avait qu'une envie, c'était d'être ailleurs, tu vois. Et comme elle n'a pas voulu lâcher, c'est le crâne qui a lâché. C'est le crâne qui est parti. Et voilà. Donc les crânes, ils ne se laissent pas faire. Incroyable. Ouais. Il y a une vraie personnalité, c'est vraiment Oui. des rencontres à chaque Et, fois. ouais, ouais. Et alors, souvent, on me demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est une entité, une conscience? Je ne sais pas quel mot on peut y mettre dessus. Mais Mmh. il y a une vraie conscience, oui, une entité. Je ne sais pas si on peut dire une entité, mais il y a quelque chose est-ce que c'est juste mon subconscient qui intervient à travers le crâne ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur Mmh. qui vient habiter le crâne? Une année, j'étais avec Drunvalo Melchizedek, celui qui a écrit des bouquins sur la fleur de Oui, vie. la fleur de vie. J'étais avec lui aux États-Unis et on avait passé du temps ensemble et on discutait beaucoup des crânes, forcément. Et pendant cette journée qui était
qui était mémorable parce que de rencontrer Don Valo, c'était juste magique. Et qui nous laisse du temps comme ça avec lui, avec une simplicité incroyable. Et on parlait des crânes. Et il me dit, pour moi, les crânes, ils sont habités par une conscience. Ils sont habités par des sages, des maîtres, qui, au lieu de se réincarner, vont venir intégrer un crâne pour continuer à aider l'humanité dans son évolution et à son éveil. Et à travers les crânes, ils vont pouvoir diffuser plus que si ils étaient juste moines méditants dans un temple au Tibet, tu vois. Parce que l'énergie va rester, alors elle se diffuse bien évidemment, même si les moines méditants au Tibet. Mais le cristal a la capacité d'amplifier. D'amplifier, c'est ça, c'est ce qu'on Oui, dit. le cristal amplifie tout. Donc quand on fait une méditation avec un cristal, forcément, elle est beaucoup plus fine, plus différente. Vraiment, il y a une saveur différente, il y a quelque chose de particulier. Et ces sages, s'ils sont effectivement à l'intérieur de ces crânes de cristal, ces consciences à l'intérieur de ces crânes de cristal, avec la capacité du cristal à tout amplifier et à diffuser, c'est un travail remarquable. Voilà, il faut peut-être être 10 sages moines méditants pour avoir un crâne qui va faire le même travail, tu vois. C'est ça. Donc, voilà, donc ça, c'était la théorie de Drunvalo, mais pourquoi pas. Mais moi, je pense même que c'est... au-delà de ça, il y a peut-être aussi des consciences galactiques qui viennent à l'intérieur des crânes. Moi, il s'appelle Sirius, le mien. Bon, je pense que... je sais que j'ai une très forte connexion avec Sirius. L'étoile, à travers lui, je vais nager avec les dauphins depuis 10 ans, je vais nager avec les baleines quand je peux. Enfin, voilà, alors raconte-nous la connexion quand tu viens avec Sirius dans l'eau, les dauphins se pointent. Oui, alors c'est la dernière fois où Sirius a été dans de l'eau salée parce que j'aime pas trop. l'eau salée, c'est fait comme reset sur un ordinateur avec le cristal de roche. Donc ça le met à ça zéro. efface tout. Ouais, ça efface tout ce qu'il y a dedans. Donc, et donc c'était au tout début que je l'ai eu. La première fois que je pars au Mexique avec lui, sur le début du voyage, il me dit « Je vais nager avec les dauphins ». Et je dis, ça va être pratique l'histoire. Et donc, on arrive à trouver le truc. Et effectivement, quand je mets le crâne dans l'eau, il y a plusieurs dauphins dans le bassin. Et là, tout de suite, il y en a un qui vient, qui fonce vers Sirius. Et là, donc moi, je le vois arriver. Le dauphin, je sors un peu le crâne de l'eau. Et le dauphin sort de l'eau et il vient poser son rostre sur la bouche de Sirius et il se met à chanter. C'était une énergie incroyable. Ça a duré quelques minutes. Il s'est arrêté de chanter. Il s'est surélevé, le dauphin. Il a mis son rostre sur le nez de Sirius et il s'est remis à chanter. Il s'est arrêté de chanter, il s'est surélevé une troisième fois pour mettre son rostre sur le troisième œil du crâne. J'ai des frissons partout quand tu racontes ça, c'est incroyable. C'était un moment unique et voilà, c'est très fort, vraiment. C'était un moment de dingue. Et le truc, c'est que l'énergie du dauphin, elle est particulière parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il a vraiment de la silice dans le cerveau. Alors que nous, on a de l'apatite, donc on n'a pas les mêmes minéraux. Mais cette connexion, elle est instantanée, tu vois, avec les dauphins, ça a été... Alors, est-ce que c'est la connexion parce que c'était du cristal? Est-ce que parce que c'est Sirius? Je ne sais pas ça. Mais, ou est-ce que c'est parce que c'était un crâne? Ou les trois réunis? Je ne sais pas. Mais ça a été magique. Et puis, au moment où ça s'est fait, je ne savais pas qu'il y avait une dame qui faisait des photos. Parce que c'était dans un parc pour pouvoir faire ça, avec des dauphins en semi-liberté. Et à la fin de la journée, on partait et on passe par la boutique pour acheter des peluches de dauphins. Et là, sur des écrans, je vois mon Sirius avec le dauphin comme ça. Truc de dingue, je m'y attendais pas du tout. Donc, forcément, j'ai acheté le CD qui vendait avec les photos pour pouvoir les montrer, les mettre dans le bouquin. Et quand je vois l'œil du dauphin, quand il est sur Sirius, c'est dans le livre parce que je pouvais pas ne pas le mettre, ça c'est pas possible. Ouais, voilà. Et la dernière photo tout en bas avec l'œil là, ça a été un moment de dingue. Après, j'ai posé Sirius dans l'eau, j'ai été le prendre dans les bras du dauphin, on a fait des bisous, des câlins, c'est incroyable. C'était trop beau. Ouais, c'était trop beau. C'est quand même je continue à aller nager avec les dauphins maintenant. Tous les ans, j'organise un voyage pour aller nager avec les dauphins. C'est au mois de juillet cette année 2025. Mais c'est un voyage que je fais tous les ans. Et voilà, c'est une énergie que j'adore, moi, les dauphins, parce que ça me ramène, ça active mon enfant intérieur, qui est jamais bien loin. Moi, je sais qu'il est bien présent, qu'il est bien là. Mais voilà, et quelle joie de pouvoir
laisser la place à l'enfant intérieur et moi me mettre en retrait et d'être que dans le jeu, l'amour, la joie, voilà, voilà, nager avec les dauphins, c'est voilà, des moments C'est quand même de incroyable. rêve, c'est de la magie et voilà et voilà et ça je le fais tous les ans et je suis vraiment super content de pouvoir le faire parce que c'est important. Enfin voilà, je vois des transformations des gens sur le bateau quand on y est, Ah c'est bah oui, c'est magique. Alors, vraiment il se passe des choses raconte-nous, incroyables. raconte-nous ces voyages, parce que là, bah, les 45 minutes sont déjà passées, ça passe très très Ah très ouais, vite. oh, ouais, C'était passionnant, malheureusement, j'ai pas pu poser toutes mes questions, mais ouais. voilà, je peux pas te prendre plus de temps. Ces voyages, tu les organises donc tous les ans, on peut aller nager avec les dauphins. Qu'est-ce que tu organises d'autre comme voyage? Tous les ans, Avec j'ai un long Sirius courrier. toujours. Ouais, tous les ans, j'ai un long courrier. Là, cette année 2025, c'est le Pérou et la Bolivie. Il me reste quelques places au mois d'avril, donc c'est pour bientôt. Donc, tardez pas si ça vous intéresse. Après, j'ai un voyage tous les ans pour aller visiter la plus grande pyramide du monde en Bosnie, qui a une structure incroyable que je visite depuis une douzaine d'années maintenant. Je vais là-bas chaque année. Et je travaille avec l'archéologue qui a découvert la pyramide là-bas. Donc j'ai des entrées un peu particulières avec voilà, Génial. quelques petits avantages, on va dire. Et pareil pour les dauphins, j'organise ça depuis 10 ans maintenant. Et c'est juste de la magie. Ça, c'est au mois de juillet. Il me reste 6 places, je crois, sur les Ça se dauphins. passe où pour les Et dauphins? c'est en Égypte. En Égypte. C'est en Égypte, ouais. On est vraiment dans le sud-sud de l'Égypte. Mm. Et voilà, et c'est des voyages que j'adore parce que puis j'essaie aussi toujours d'avoir des tarifs super attractifs parce que c'est pas mon métier d'organiser ça, c'est ma passion. Ouais. En métier, moi, j'organise des salons du bien-être. Ça, c'est mon travail. C'est avec ça que je gagne ma vie. C'est mon métier. J'en ai 9 à travers la France. Et les voyages, c'est vraiment ma passion, quoi. J'ai quasiment pas de marge sur les voyages. C'est La ça. semaine complète avec les dauphins, elle sort à 1 200 euros. Ah Donc, ouais. c'est pas des gros budgets. Enfin, Mm. c'est jouable, quoi. Voilà. Bien Et il sûr. se passe des choses sur ce voyage qui sont, voilà. Juste de la magie. Et voilà, pour moi, les voyages ils sont importants parce que quand on voyage aussi, c'est un voyage vers l'autre aussi parce qu'on est en groupe, donc c'est un voyage vers l'autre et qu'il n'y a pas de hasard. Si on est tous là à un moment donné sur un voyage, c'est que on Il a faut des se liens. rencontrer. Mm. Oui, qu'on se rencontre. Et il faut aussi qu'on rencontre ces lieux parce Mm. qu'on a des mémoires, parce qu'on a des choses à faire, parce qu'on a des choses à retravailler par rapport à ça. Et voilà, et ça, j'adore ça parce que c'est un vrai voyage vers soi, mais pas que, c'est aussi vers l'autre, pardon, mais c'est aussi un voyage vers soi, bien évidemment, quand on voyage. Et puis ça nous fait sortir de nos zones de confort. On parle pas la langue, c'est pas la même nourriture, c'est pas la même attitude, c'est pas la même température, les odeurs, enfin tout est différent, tu vois. Donc ça, c'est important. Et puis là, sur le voyage comme le Pérou, ça fait plusieurs fois que je vais au Pérou, en Bolivie, hein, c'est pas la première. J'ai des contacts de Ah oui. dingue là-bas. On va aller voir les momies de Nazca parce que j'ai Thierry Jamin avec qui était à l'origine de ça, qui m'a mis en contact avec le conservateur du musée où il y a les momies. On va aller voir les momies Génial. aussi d'un petit extraterrestre qui s'appelle Waiki, enfin plein de choses, des pierres mystérieuses. C'est un voyage incroyable, vraiment des crânes allongés aussi, on va aller en voir partout. Parce que Ça c'est aussi, c'est une des passions, ouais. ah ouais, c'est vraiment une de mes passions parce que pour moi, les crânes allongés, alors là, du coup, c'est pas des crânes en cristal, hein, ce sont des vrais crânes en os, mais Mm. c'est des crânes avec une forme allongée. C'est pas une déformation artificielle, c'est des vrais crânes qui naissent comme ça et qui ont rien à voir avec le sapiens. Et pour C'est moi, ça. c'est la seule preuve matérielle et organique d'une civilisation différente du sapiens sur Terre. Mm. Ça, les archéologues, ils veulent pas entendre, Pareil. bien Ça évidemment. n'est- Ah oui, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Non, non. Dans ton livre, tu le dis bien, d'ailleurs, il y a Hewlett Packard qui avait fait cette étude Oui, sur et après le British Museum aussi, qui oui. avait fait des études, et le terme des études, c'est ah ben non, on n'a jamais fait d'études. C'est-à-dire qu'il n'y a Non, même bah pas de non. résultat. Non, Non, non. non, Alors, on on n'a les a rien. fait venir des États-Unis, les crânes. Voilà, c'est ça. On a payé les billets d'avion, on a payé Voilà. l'hôtel pendant une semaine, on a payé les restos toute la semaine, mais les crânes sont là. Non, on va pas les étudier. Non, finalement pas. Alors qu'ils les ont fait, les études, des personnes étaient là, j'ai des témoins encore Bien vivants sûr. qui me l'ont raconté, qui étaient présents dans la salle. Oui, ils ont fait des études dessus, Ouais. et non, ils n'ont pas voulu communiquer dessus parce que oui, ils ont trouvé des choses, encore une fois, qui sont particulières parce que tous les crânes anciens dont je parle, dans le bouquin, la plupart, ils sont taillés sans tenir compte de l'axe de la pousse du De la cristal. pousse, c'est ce que tu disais, ouais. Ouais. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Tu vois, donc Ah voilà, oui. ça pose des petits soucis qu'ils n'arrivent pas encore à gérer avec nos petites meules de diamants.
Voilà, donc ces crânes sont entourés de mystères comme ça partout, tout le temps. Et j'ai vécu tellement de choses incroyables autour des crânes. C'est vrai que et si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, C'est ça. je suis pas un élu, je suis pas quelqu'un de particulier. C'est juste que je laisse toujours, moi, euh, la place au mystère, Mm. la place à l'imprévu. Et quand on laisse la place à l'imprévu, l'univers n'a pas le vide, il est rempli avec des choses magiques. Voilà. Des choses Et magiques. Et c'est ah, beaucoup moins dogmatique que cette science qui dit, ah ben non, puisque ça n'est bien pas sûr. possible, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment une façon de voir le monde qui est dogmatique et fausse. Alors que quand Ben on oui. s'ouvre, Et il quand y a on plus s'ouvre, de c'est choses. magnifique. Il se Ouais, passe ouais. des choses. Et voilà. Et après, on ne peut pas m'attaquer sur rien parce que je parle que de vécu. Je parle d'expérience. Je parle de choses que j'ai expérimentées. Donc, Mm. qu'est-ce que c'est la chose la plus importante dans la vie? C'est faire des choses, expérimenter des choses. À un moment donné, c'est bien les Expérimenter. bouquins, c'est bien Internet, mais à un moment donné, moi, j'ai besoin d'aller sur le terrain. J'ai besoin Mm. d'aller en frontal avec le terrain parce que des fois, c'est difficile. Des fois, on est déçu. Des fois, c'est Mm. pas agréable. Mais on est obligé de passer par là. Mm. Et voilà, et c'est comme ça on peut vivre des choses incroyables. Il faut vivre l'expérience. C'est pour ça que les voyages, pour moi, ils sont importants parce que ça fait vivre aussi des choses, des expériences. Quand on sera au moment de partir, qu'est-ce qui va nous rester? C'est les expériences, notre vécu On est bien d'accord. qui nous enrichit, c'est ça en fait, rien d'autre. Et voilà, donc vivez les expériences et toujours connecté avec l'énergie du cœur parce que une des clés pour travailler avec les crânes, c'est ça, c'est l'amour. C'est Mm. l'énergie du cœur et l'amour. C'est la clé pour ouvrir les crânes de cristal. Et après, les crânes de cristal, eux, font leur travail d'ouvrir aussi des choses. Moi, Sirius, il travaille vraiment comme une clé, au sens propre comme au sens figuré. Il m'a ouvert des portes qui étaient fermées avec des cadenas. C'est pas des blagues, pour de vrai. Enfin, des histoires de dingue. Mais ça se passe. Voilà. Et ça, c'est la magie de la vie. Donc, il faut laisser la place à son enfant intérieur. Moi, je sais que je le tiens toujours par la main. On est toujours très proches parce que ça permet justement d'avoir une vie moins monotone, moins difficile, parce qu'on est dans une vie aujourd'hui où c'est pas simple, c'est compliqué à tous les niveaux. Mais voilà, ça permet de, de- d'avoir une vision différente et peut-être un peu plus large sur le monde et sur soi du coup, et voilà, et de vivre des choses euh, enrichissantes. Et c'est ça qui fait un être humain. Le sel de la vie qui vaut d'être vécu, effectivement. Tu C'est nous as ça. pas dit où est-ce qu'on peut s'inscrire pour tes voyages, pour tes salons? Les sites Alors, internet, c'est quoi? j'ai trois sites. Un pour les salons, alors c'est pas compliqué, c'est salonbienêtre.com. Voilà. Salon avec un S à la fin parce que j'en ai plusieurs. J'ai un site pour les crânes de cristal, ça s'appelle moncrânedecristal.com.fr. Et après, tout ce qui est voyage, etc., c'est sur un site qui s'appelle savoirperdu.com également. Voilà, j'ai une page Facebook aussi sur laquelle vous pouvez me retrouver et la page YouTube des crânes de cristal aussi. Enfin voilà, plein de liens aussi que je peux partager. Magnifique. Bah écoute, on ira voir tout ça. J'ai oublié de te demander un chiffre de 0 à 50 pour faire gagner ce livre de Tina Ellingras. Ou c'est toi ou c'est Sirius qui nous le donne, va savoir. 22. 22, Eh super, bah ouais, le merci 22. beaucoup. Pourquoi? Le 22 parce que c'est un chiffre qui me suit beaucoup partout. C'est mon chemin de vie. Ah. Je suis en chemin de vie en 22 et voilà, donc c'est un chiffre important dans plein d'étapes de ma vie. Super. Eh ben, écoute, le 22e commentaire va gagner donc ce livre aux éditions Animae, Les Mémoires akashiques de Tina Ellingras. Et Parfait. donc, du coup, on va faire offrir aussi Allez, ça un marche. exemplaire de ton livre, hein, si tu veux bien, à Ouais, la avec communauté. grand plaisir, ouais, Il bien est sûr. vraiment, il est magnifique. On a vraiment, enfin, allez le rencontrer. On n'a pas parlé il y a tellement de choses dedans. La connexion avec les cénotes. Enfin, voilà, c'est sublime. Merci beaucoup de l'avoir produit, de l'avoir mis au monde. Ça Avec nous plaisir. ouvre vraiment un champ de compréhension des crânes de cristal qui est splendide. Merci infiniment, Patrice, d'être venu nous en parler ce soir. Merci à toi, Julie. Et à bientôt alors. Eh ben, avec grand plaisir, à très vite. Ça marche. Et voilà, j'espère que cet entretien avec Patrice Marty et les crânes de cristal vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à partager cette vidéo voilà, auprès d'amis qui pourraient aussi être intéressés par ce sujet. Mettez-lui des cœurs, des pouces en l'air, le petit commentaire qui va bien, qui nous permet voilà, d'échanger avec vous, de vous donner des compléments d'information.
si c'est utile. Voilà, je suis très, très heureuse de ce moment partagé avec Patrice, c'était vraiment hyper intéressant. J'espère que vous aussi et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine rencontre. Au revoir.